Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Je suis avec Laurent Mella, expert SAV, et moi c'est Johan, je fais des vidéos tutos pour le SAV. Dans notre 5e épisode, on va parler de où va le SAV et quelles sont les évolutions technologiques qu'on a au SAV. Moi qui ai fait du SAV 7 ans sur le terrain, j'ai connu la bonne vieille feuille avec mon ordre de réparation. J'ai aussi connu en 2008 en stage un code barre avec un petit système qui permettait de scanner ce code barre pour inscrire les temps sur les ordres de réparation. Là on est en 2024, à quoi ça ressemble? Et là je parle que du terrain parce qu'au SAV il y a aussi tous les gens dans les bureaux. Quelles sont les évolutions technologiques du SAV, Laurent? Vaste question, il y en a beaucoup. En fait, tout dépend d'où on part. Si je le fais de manière un petit peu chronologique, quand on regarde la façon dont les SAV ont évolué d'un point de vue techno, le premier espace de jeu, c'est d'abord l'outillage. Les outils sont devenus un peu plus électroniques, un peu plus informatiques, et c'est par là que ça a commencé essentiellement. Pourquoi? Parce que quand on a une organisation SAV, investir dans de l'outillage pour que le SAV soit plus efficace, plus opérationnel, c'est assez naturel. En général, il n'y a pas trop de gros efforts à faire, même s'il y a quelques exceptions. En revanche, quand il s'agit de se dire on doit piloter l'activité SAV dans un logiciel informatique, là, il y a un gap. Il y a un gap qui a été franchi par un certain nombre d'entreprises, mais quand je rentre dans toutes les entreprises que je rencontre, et je rencontre beaucoup chaque année, il y a encore trop souvent une absence totale de CRM SAV, de logiciels de gestion de la relation client dédiés au SAV, ou qui soit structuré pour une organisation SAV. Pourtant, il existe des logiciels sur le marché, plein. Il y a 10-15 ans, il y en avait assez peu. Maintenant, il y a une offre qui est assez large. Souvent, le premier endroit par lequel les entreprises l'attrapent, c'est la mobilité. Elle se dit justement, cette bonne vieille feuille de papier qui s'envole, qui revient sale, où c'est mal écrit, on comprend pas tout, il faut rappeler le technicien pour savoir ce qu'il a voulu dire. Voilà, les doubles saisies qui génèrent plein d'erreurs, enfin bon, tous les problématiques qu'on a quand c'est du papier. L'envie des chefs d'entreprise souvent ou des responsables SAV, c'est de les remplacer. Dire, je vais mettre en place une tablette, ou je vais utiliser un téléphone portable, un smartphone, ou parfois d'autres formes d'équipement. Sauf que, quand on commence à se poser la question de comment je gère la mobilité, pour mieux gérer les heures, pour avoir un meilleur suivi de ce que l'on fait, etc., eh bien, forcément, mécaniquement, on doit raccrocher ça à un logiciel. Donc, il y a des sociétés qui font ça très bien sur le marché, qui proposent des outils de pilotage et de gestion de la mobilité. Simplement ça doit être aussi raccroché au logiciel de gestion de l'entreprise pour notamment rapatrier, par exemple, les heures de façon automatique, pour avoir évité les doubles saisies, les erreurs, etc. Donc, le premier espace de jeu, on va dire, tourne autour de la question de l'informatique. Simplement, ça s'arrête pas là. En tout cas, ça ne doit pas s'arrêter là. Un certain nombre d'entreprises l'ont compris et elles se sont intéressées aux questions de réalité augmentée. Alors là, il y a un gap, il y a un pas entre j'ai outillé mon service, j'ai une CRM, un logiciel de gestion de mon activité SAV, c'est déjà un premier pas très important, au pas suivant où je vais optimiser les relations que j'ai avec mon SAV, je vais faciliter le travail, je vais éviter de me déplacer quand c'est pas utile, etc., etc. C'est ce que permet notamment la réalité augmentée. La réalité augmentée, en quoi elle consiste? Elle consiste à utiliser un smartphone ou une tablette et à prendre une vidéo de ce qu'on est en train de faire. L'idée, c'est que pendant que je fais cette vidéo, j'ai quelqu'un au bureau, un expert, qui est connecté avec moi, qui voit sur son écran ce que moi je vois sur ma tablette, et on peut interagir, on peut dessiner sur la tablette, etc. Il existe même une solution où les vidéos peuvent être entrelacées, superposées l'une sur l'autre. C'est-à-dire que l'expert au bureau a une caméra, il met ses mains sous la caméra, il me montre ce que je dois faire, et moi je le vois sur mon écran sur le terrain. Ça veut dire que par exemple, je peux faire au client des choses, même s'il n'est pas technique. Donc ça, je vous montre jusqu'où ça peut aller. Là, on est au top des systèmes qui sont en place. Il y a beaucoup de systèmes autour de la réalité augmentée. On pourra faire peut-être un petit épisode là-dessus, juste là-dessus, pour présenter des solutions. Et puis, il y a plein d'autres technologies qui arrivent. Il y a l'impression 3D. L'impression 3D, ça ouvre le champ de comment je peux avoir des pièces de rechange que je vais fabriquer
à la demande. Sachant qu'aujourd'hui, on fait des pièces plastiques, on fait des pièces métal. Il y a des pièces d'impression 3D qui sont montées dans des avions. Donc c'est costaud aujourd'hui. Il y a parfois une idée reçue qu'on ne peut pas faire de la pièce finie. Pas du tout. On peut même faire des sous-ensembles mécaniques articulés en impression 3D. Donc, évidemment, toute entreprise ne va pas aller s'équiper d'imprimantes 3D. C'est pas ça forcément l'objectif. Mais j'avance un petit peu sur ma conclusion. C'est de se poser la question de comment ces technologies peuvent améliorer les services que j'apporte à mes clients. Et évidemment, il y a une technologie dont on parle énormément en ce moment, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, on peut la démystifier, il n'y a pas d'intelligence. Et pour l'instant, c'est de l'algorithmie, c'est de la mathématique avancée, très avancée, et il n'y a pas d'intelligence. Le système ne réfléchit pas par lui-même. En revanche, ça permet de faire énormément de choses. Et le premier terrain qui a été saisi par le SAV, c'est l'interface dans la relation client, avec notamment les chatbots. Ces petits robots, on pose une question et le système nous répond. Notamment avec l'IA générative, telle que ChatGPT ou d'autres. Ces technologies sont hyper intéressantes. Je vous en ai brossé quelques-unes, il y en a encore d'autres. Je ne vais pas aller trop dans le détail, pour pas vous noyer, mais ce qui est important pour vous, en tant qu'entreprise, en tant que responsable SAV, c'est de vous demander comment ces technologies-là peuvent avoir un impact intéressant pour mes équipes et pour mes clients. Les deux. La question doit toujours se poser des deux côtés. Sinon, vous allez rencontrer, si vous ne vous intéressez qu'à l'impact sur les clients, à tous les services que ça pourra apporter, à l'innovation que ça apporte à vos services associés, et que vous oubliez vos équipes, vous allez avoir une résistance au changement qui va être très significative. Si je peux donner un exemple, quand sont arrivés les GPS sur les voitures, ça semblait une très bonne idée de dire j'équipe mes voitures de GPS de manière à pouvoir optimiser mes déplacements, à pouvoir rentabiliser en calculant les heures précises de déplacement, le temps qui est passé, et en étant le plus factuel possible dans mes facturations. Et puis dans la façon aussi dont je m'assure que mes techniciens utilisent les meilleurs trajets possibles, même si je sais qu'il y a des exceptions, qu'il y a des cas particuliers, mais on cherche à optimiser. Et dans beaucoup d'entreprises, ça a été un rejet net. Hors de question que tu me fliques, chef. Hors de question que tu me fliques. Pourquoi ça a été pris comme un flicage? Parce que on pouvait savoir à tout moment où était la voiture. Donc, ne pas renouveler ce genre d'erreur, ça passe par le fait d'impliquer les équipes concernées par la technologie que je vais vouloir appliquer très tôt dans le processus. Moi, j'en ai découvert une aussi de technologie il y a pas longtemps. J'ai un autre podcast et j'avais une personne justement qui vend ce genre de choses, mais je savais pas que ça existait. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Si tu es technicien ou ancien technicien responsable SAV, la personne, elle me disait que maintenant, ils étaient capables de savoir le stock de pièces que tu avais dans ton camion. Et du coup, alors il était en face de sa machine, il scannait le QR code ou le code barre de sa machine, et direct, il disait, bah voilà, moi j'ai un problème sur tel truc, donc il allait voir dans son camion s'il avait le stock. Après, il allait voir au dépôt s'il avait le stock, et en direct au client, il pouvait le dire, alors ta machine est toujours sur période de garantie, j'ai la pièce dans mon camion, je vais te la changer, par contre, on prend pas en charge la manœuvre, j'en ai pour 30 minutes, c'est ce que me dit le système. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Donc tout ça, c'était interconnecté et le gars, en direct sur son smartphone, il pouvait dire au client, OK, j'ai la solution à ton problème, j'ai la pièce, la manœuvre, elle te coûtera, j'en sais rien, 50 €. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui, tu es d'accord. Il signe direct sur son téléphone, il lui solutionne son problème et il s'en va et c'est terminé. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je me rappelle, j'avais mon camion, des fois, j'étais dans la pulvérisation, donc on avait des raccords de toutes les dimensions. On trouvait jamais ce qu'on avait et on savait même pas si on les avait et à chaque fois, bien sûr, t'avais pas le bon raccord pour réparer le client, donc tu bricolais, le gars était pas content et tu repartais pour revenir une semaine après. Enfin, et ça c'est génial, par exemple. Alors c'est purement pour la gestion de ton entreprise, mais c'est clairement pour satisfaire le client sur place. Alors en fait, dans ce que tu abordes, c'est comment aujourd'hui un SAV peut être organisé. Aujourd'hui, un SAV doit être organisé. On ne peut pas bricoler dans un SAV. C'est ce temps-là, justement, c'est le temps révolu du SAV mal nécessaire. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours un peu de débrouille, mais on va pas bricoler, on va s'organiser. Pour s'organiser, il faut donc avoir un peu de process. Je dis pas qu'il faut, je suis pas un défendeur du tout process, parce que ça marche pas. Il y a beaucoup de relations humaines dans le SAV. Donc c'est le bon mix. Et ce bon mix va dépendre de mon secteur d'activité, de mon entreprise, de ma taille, de la taille de mes clients, etc. Donc, il faut avoir le bon mix. Mais ça demande là quand même un peu de structure. Quand on met en place un système informatique, parfois, on fait l'erreur de croire que c'est le système informatique qui va nous organiser.
qui va nous structurer. C'est pas ce qui se passe. En réalité, il faut d'abord être structuré pour aller chercher le bon système, le bon logiciel dont on a besoin. Okay, sinon, on ne fait pas un bon cahier des charges et on découvre après que finalement, ça tient pas toutes ses promesses, c'est pas aussi bien qu'on l'imaginait. Nos équipes vont râler, vont mal l'utiliser, vont avoir du mal à l'adopter. Enfin, voilà, il y a plein de conséquences. Donc, pour éviter ça, il faut se structurer. Et dans ce que tu décris, la structuration, elle doit me permettre quoi? Elle doit me permettre de gérer. Donc, gérer, entre autres, les pièces de rechange. Quand on a du stock déporté dans des camions, c'est une vraie gageure de savoir ce que j'ai en temps réel. Une vraie gageure. Et quand on fait les inventaires, dans le meilleur des cas, une fois par an, alors qu'il faudrait le faire au moins tous les trimestres, on se rend compte qu'il y a plein d'écarts. Il y a des pièces qui ont disparu, il y a l'outillage qui a disparu, on sait plus pour plein de bonnes raisons derrière. Donc, il y a des outils comme ça qui permettent de s'assurer. Sauf que ça demande un travail préparatoire. C'est pour ça que je parle d'organisation en préambule. Pour avoir un code barre, un QR code sur la machine, peu importe, un élément qui me permet de dire, OK, je prends ça en photo avec mon smartphone, pouf, ça fait le lien avec mon outil logiciel sur une plateforme qui va être efficace. Il va falloir que j'ai saisi l'intégralité des pièces qui sont liées à une machine, avec la dernière version à jour, là maintenant, telle qu'elle est la machine, avec les modifications qu'elle a vécues. Donc il faut que j'ai mis à jour ces documents. Il faut que j'ai la documentation la plus complète, la plus à jour, avec les bons paramétrages, là, ceux qui sont utilisés là maintenant, pas ceux qui étaient utilisés il y a 5 ans. Okay, donc, il y a des questions de mise à jour. Ça demande un peu d'avoir des personnes qui fassent ce genre-là de mise à jour. Et il faut également que je puisse avoir accès à toute la gestion du temps, à toute la gestion des autres annexes. Il y a beaucoup de documents autour d'Excel. Donc, ces outils-là sont d'une performance incroyable si on a bien structuré les choses. Okay. Et c'est possible de le faire. Okay. Si ces outils logiciels existent, et qu'ils existent encore, c'est bien que beaucoup d'entreprises l'adoptent, et c'est le sens de l'histoire. C'est bien là qu'il faut aller. Okay. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as très bien décrit, 1, ça simplifie la vie du technicien, et 2, ça rend un service au client qui est beaucoup plus instantané. On perd pas du temps à chercher, à refaire, à revenir, etc. Donc oui, bien sûr, il y a des outils qui sont très bien en gestion de documentation, en gestion de pièces, et c'est important. Dans certains cas de figure, ils sont intégrés à un logiciel SAP qui prend un peu tout en charge. Okay. Il y a différents niveaux. Dans d'autres cas, je peux avoir un logiciel de gestion classique et venir greffer un logiciel de gestion mobile, un logiciel de gestion de documentation. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise recette. Ça dépend de votre contexte et ça dépend comment vous êtes capable d'expliquer comment vous fonctionnez et comment ça a été optimisé, évidemment. Et ça me pose un problème, moi, l'évolution technologique au service après-vente. Mon credo, c'est de faire des vidéos tutoriels au service du service après-vente, c'est-à-dire, je ne sais plus utiliser ma machine, faut l'entretenir, faut l'agresser, où est-ce que je dois l'agresser? J'ai pas envie de lire le manuel d'utilisation qui fait 500 pages, j'ai un QR code sur ma machine, je scanne le QR code, je trouve une vidéo qui m'explique comment faire. Et souvent, je démarche des responsables service après-vente, bien sûr, des techniciens, et j'ai cette réponse, ils me disent, on veut pas de ton truc parce que ça va supprimer la relation humaine, et si on supprime la relation humaine, les clients, ils viendront plus chez nous. Et du coup, tout ce qui est évolution technologique, et ce dont on vient de parler, ça supprime de la relation humaine pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on leur répond à ce genre de profil? On leur répond qu'ils ont raison et tort à la fois. Que ça dépend comment on l'aborde. Bien sûr que la technologie va modifier la relation humaine, mais elle va pas la remplacer. Elle peut pas la remplacer parce que, en tant qu'être humain, nous avons besoin de relations humaines. Nous avons vraiment besoin. En revanche, il y a tout un tas de cas de figure où elle est superflue. Par exemple, si je suis un utilisateur d'une machine et que j'ai juste besoin de savoir comment il faut que je manipule telle ou telle manette, tel ou tel bouton, dans quel ordre il faut que je fasse les choses. Je m'en souviens pas très bien. Je peux appeler un service client et avoir quelqu'un qui va me décrire comment je dois faire. Sauf que la valeur ajoutée de cette personne que j'appelle n'est pas très élevée. Elle me réapprend juste à utiliser quelque chose. Et souvent, le comportement des entreprises, c'est de dire, mais attendez, monsieur, madame, vous avez une documentation. Il suffit de l'ouvrir à la page 27 et vous allez voir, tout est décrit.
Sauf que quand on pose la question autour de nous en demandant qui lit les notices des matériels que nous savons, qu'ils ont, pardon, dans leur utilisation, vous allez voir que le pourcentage, c'est quelques pourcents. L'ultra majorité des utilisateurs ne lisent pas les manuels d'utilisation. C'est un constat, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas lutter. Il ne s'agit pas de dire « oh là là, c'est pas bien », c'est juste de se dire « ok, c'est comme ça ». Très bien. À côté de ça, on a un deuxième phénomène qu'il faut considérer, c'est que les jeunes et les moins jeunes vont très facilement vers la vidéo. Vraiment très facilement. Et pourquoi? Parce que c'est plus simple. Je regarde quelques images et en quelques images, je vois comment je dois utiliser la chose. Donc, aller plutôt vers du tutoriel vidéo que de la notice, c'est évidemment le sens de l'histoire. Évidemment. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Ça ne veut pas dire que je dois plus faire de notice. Il faut toujours avoir une notice. Parce qu'il y en a quelques-uns qui aiment lire, qui aiment regarder des schémas. Okay, donc, je continue à les servir. Mais je fais en parallèle des tutoriels spécifiques, petit morceau par petit morceau, de façon à pallier à quelque chose qui consomme énormément de temps au SAV, la mauvaise utilisation des machines. Et là aussi pour plein de bonnes raisons. Je vais en prendre deux. La première, c'est que souvent quand on installe un équipement, on livre un équipement, on fait une formation qui va durer une demi-journée, une journée, 2 jours, ça dépend de la complexité. Et nos participants vont retenir 10-20% de tout ce qu'on leur a expliqué. Alors qu'on leur a fait faire, on leur a montré, on a tout bien fait, a priori. Parce que c'est normal, c'est juste humain. On ne peut pas absorber une énorme quantité d'informations dans un temps court. On a besoin d'y revenir et d'y revenir encore. C'est la première raison qui fait qu'on a besoin. La deuxième, c'est que les utilisateurs changent. Les opérateurs, c'est qu'ils utilisent la machine. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, c'est pas forcément les mêmes. Et l'entreprise cliente ne va pas forcément les reformer. Elle va pas forcément revenir vers nous pour dire « j'ai du nouveau personnel, il faudrait le reformer ». Certains le font, bien sûr, mais pas tout le monde. Donc, avoir des soutiens vidéo, ça permet d'économiser énormément de temps à mes équipes techniques, support téléphonique ou techniciens, ce qui fait qu'ils ont plus de temps pour aller résoudre des problèmes complexes, là où ils ont vraiment de la valeur. Des dépannages, des préventifs, des remises en état, des upgrades, etc., des améliorations. Okay. Donc, c'est important, en fait, de résoudre ce temps-là. Le temps de mauvaise utilisation est phénoménal dans toutes les entreprises. Alors là, t'as parlé que de vidéos tuto, mais du coup, comme j'ai eu souvent cette réponse, moi, à force, j'y réfléchis à me dire, mais est-ce que ça supprime vraiment la relation humaine? Et c'est vrai que la réponse que je fais, c'est oui, ça supprime la relation humaine, mais c'est toute la relation humaine qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est attendre au téléphone que quelqu'un me réponde. C'est être énervé parce que alors, je prends toujours l'exemple du matériel agricole, mais je suis dans ma parcelle, je dois travailler, le truc ne se déplie pas, ça m'énerve, le manuel, je l'ai pas, il est pourri, ou je l'ai, mais je comprends, il est mal traduit, j'appelle quelqu'un, mais ce quelqu'un, il est technicien, c'est la saison, il est en intervention, il répond pas, je suis en colère, j'appelle le responsable, j'appelle le chef, donc tout le monde se bat. Est-ce que ma machine est encore sous garantie? Je sais plus, j'ai plus les papiers de la vente, ça fait combien de temps que je l'ai, je m'en rappelle plus. Je scanne un QR code, j'ai ma réponse. En fait, en effet, ça supprime toutes les relations humaines pourries qu'on veut pas avoir. Le stress, l'attente, la mésinformation, l'énervement, et je trouve que finalement c'est bien, hein, n'est-ce pas? Ah bah oui, bien sûr. En fait, je vais te le dire un peu autrement. C'est pas tant que ça supprime la relation pourrie, parce que parfois, il y a certaines équipes qui aiment bien réenseigner aux clients comment utiliser la machine. Il y en a qui adorent ça, qui adorent la pédagogie. Donc, dans ces cas-là, quand il y a un vrai savoir-faire pédagogique, la relation elle est merveilleuse. Ça va vraiment bien fonctionner. En revanche, l'entreprise, en fait, pour moi, les entreprises doivent se poser la question de, finalement, mes équipes support téléphonique, mes équipes techniques terrain, et tout le support qu'il peut y avoir, les assistants et autres, à quoi ils servent? À quels endroits ils apportent le plus de valeur à mes clients dans la meilleure rentabilité possible? Parce qu'il y a toujours une question de rentabilité qui doit être présente. La satisfaction, c'est pas à n'importe quel prix. La satisfaction, ça va se faire de manière raisonnée. Toujours. Je dois être en pilotage. Quand je suis dans le service, dans le SAV, responsable SAV ou dans le service, je dois être en pilotage de ce que je fais. Et je dois prendre la décision. Si jamais je décide que quelque chose est gratuit, c'est une vraie décision
factualisée et je sais pourquoi je le fais. Si elle doit être payante, je sais pourquoi je le fais. Si je décide de passer 2 heures avec ce client-là, quand je suis un technicien, je dois savoir pourquoi je le fais. Ce que ça coûte à mon entreprise et est-ce que c'est rentable ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça produit réellement de la satisfaction? Donc la question, elle est préalable. Avant d'aller vers ce type de choses, c'est de se dire finalement où je veux positionner mes équipes. Où est-ce qu'elles ont réellement de la valeur? Et c'est pas dans le fait d'apprendre aux clients à utiliser la machine, en tout cas pas continuellement, pas de revenir et de revenir encore et de revenir encore sur des choses qui ont déjà été expliquées 5 fois. D'autant plus que le client, quand on lui a expliqué 5 fois, il arrive encore plus, avec plus de colère. Okay, parce qu'il a l'impression que c'est pas lui qui comprend pas, que c'est nous qui expliquons mal. Et les deux ont raison. Okay. Rappelez-vous de ça, on a chacun raison dans notre monde. Donc la question, c'est pas de s'opposer à lui en disant, mais tu comprends rien, ça veut dire faut que tu expliques. Pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que j'ai mis moi à disposition en tant que fabricant, distributeur, loueur. Qu'est-ce que j'ai mis à disposition de mes clients pour qu'ils utilisent les machines au mieux de leur capacité, quel que soit le contexte, quelle que soit l'évolution. Nouveau personnel qui a du mal à comprendre parce que la technologie est un peu complexe, un peu difficile à appréhender. Mais qu'est-ce que je mets en œuvre? De la doc, des tutos, c'est le chemin. Très bien. Conclusion de l'épisode, l'évolution technologique du SAV. En tout cas, avant d'adopter toute technologie, c'est déjà de se structurer correctement, structurer son SAV, pour pouvoir choisir l'outil qui va apporter de la valeur à mes employés et aussi à mes clients. C'est bien ça? Exactement. Et encore, là, on a survolé quelques technologies. Le champ est immense. Il y a énormément de choses qui sont intéressantes à venir dans le SAV. Structurez-vous rapidement pour en tirer le meilleur parti. Super. Allez, bonne semaine à vous. On se retrouve lundi prochain pour le 6e épisode. Salut! Bonne journée! C'est fini! Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Mella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!